Merci beaucoup d'être ici, c'est trop chouette. Donc c'est le 4e débat de Carte Blanche aux apparences. Les apparences, c'est une chaîne Twitch, YouTube d'interviews de peintres contemporains de la scène française, d'une centaine de vidéos. Il y en a 94 interviews à date, il va y en avoir plein d'autres à venir. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de vous présenter très succinctement les peintres qui ont eu la gentillesse et le courage, nous allons voir, de bien vouloir accepter notre invitation, puisque vous pouvez les retrouver sur la chaîne des apparences. Donc Olivier Masmonteil, Julien Benetton, Mathieu Cherkit, Marion Bataillard et Stéphane Coréard, qui va jouer un invité couteau suisse, puisqu'il a été galeriste, puis directeur de Montrouge, puis critique d'art, tout en restant collectionneur. Donc voilà, tous les sujets qu'on va traiter, il est bon. Il est un petit peu malade et je te remercie, Stéphane, parce que je suis déjà étonné de son silence. Je te remercie d'avoir fait l'effort de rester présent. Alors, c'est un sujet clivant, compliqué et tout ça, puisque c'est la première fois que je fais un débat et d'un coup il y a des bruits sur les réseaux sociaux, les gens s'engueulent, on en parle déjà et tout ça. J'ai déjà été traité de suppôt du grand capital et tout ça. Eux aussi, pas que moi. L'idée, c'est justement de remettre un peu les choses à plat, de partir très concrètement de la vérité des artistes et tout ça. Et là, je vous présente un sociogramme qui a été fait par la Frappe, qui a été remis en page par l'artiste Cyril Gulaxi pour que ce soit plus joli. Donc au milieu, il y a l'artiste-auteur, ensuite il y a la gestion des activités, le privé, le public, et vous voyez tout ce qu'on a comme intermédiaire. Et donc nous, on va commencer très très petit, puisqu'on va commencer par l'atelier. Et je voudrais d'abord préciser, dans le genre fantasme, que les ventes, que les artistes en France, selon l'URSSAF, qu'il y a 25 300 peintres en France, inscrits à l'URSSAF, et sur ces peintres, les revenus artistiques annuels moyens, c'est 6 173 € par an. Et il y a un gap énorme entre les hommes et les femmes, puisque pour les hommes, c'est 6 509 €, et pour les femmes, c'est 3 720 €, sachant qu'il y a 58% de femmes qui sont peintres. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas la parité, et vous savez pourquoi j'ai pas la parité ? Parce qu'en fait, les gens m'ont planté la gueule tout le temps. Tous les artistes d'apparence qu'on dit qu'ils viendraient, ils sont pas venus, donc finalement, je me retrouve avec une très courageuse, Marion, donc c'est pour ça qu'on va commencer avec toi, donc Marion Bataillard. Il y a un enjeu quand même de parler d'argent quand on est artiste, puisque c'est à la fois un métier de désir et à la fois un métier de... il faut bien vivre, quoi, voilà. Et donc, d'un coup, on joue un jeu comme ça, où il faut raconter les choses sans les raconter, tout ça. J'allais faire court, j'ai fait long, voilà. Et donc, on va commencer, Marion, avec toi. À parler de l'atelier. Tu as été le Grand Prix du Salon de Montrouge grâce à Stéphane Coréard, c'était en 2015, je crois, c'est ça ? Donc tu es allé au Palais de Tokyo et tout ça. Et puis tu as vécu aussi une vie complètement folle où tu t'es retrouvé moi je trouve très, très courageuse et folle, parce que à un moment tu avais une camionnette rouge pour peindre dedans et te déplacer à chercher ta maison. Finalement tu as trouvé une maison et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comme ça quelle est ta vie concrète donc toi tu vis à la campagne et tout ça. D'ailleurs merci d'être venu exprès pour nous. Voilà. Alors, j'ai jamais vécu dans un camion. Non, mais t'avais une maison. Mais je dormais dedans. Voilà. En été. Oui, je cherchais une maison. J'ai trouvé une maison. J'habite en Ardèche. Ouais. Tu veux que je... Comment ça marche l'économie de ton système ? Comment tu peins ? Donc toi tu peins d'après modèle. Il faut que tu trouves des modèles. Tout est mélangé, Thomas. Oui, bien sûr. Pose-moi des questions précises. Combien tu gagnes ? Fallait pas me demander. Ah oui, d'ailleurs, on va le dire. Enfin, on va pas dire combien tu gagnes, mais on va dire que tes prix sont entre 950 et 20 000 €. Voilà. Il y a une part de vente. Ouais. Il y a une part d'aide institutionnelle. Donc de faire des dossiers aussi, beaucoup. Et il y a une part d'organisation de cours de peinture pour des jeunes peintres. Et dans la part de vente, quand tu prépares une exposition et tout ça, tu penses à l'argent ou des choses comme ça ou pas du tout Je pense pas à l'argent quand je peins. Ouais. Je me demande pas ce qui va se vendre ou pas, c'est la surprise. Combien ça te coûte matériellement, tu dirais le matériel de peinture ? Parce que c'est un truc, on se plaint un petit peu tout ça, mais ça coûte quand même très très peu cher la peinture par rapport au cinéma, à la vidéo, la photographie et tout ça. On va en reparler avec Mathieu parce que lui il dépense beaucoup d'argent dans ses peintures parce qu'il en met beaucoup de couches, mais ça coûte pas non plus très très cher, quoi. Donc... Moi j'achète mon matériel chez Kremer en Allemagne. Mais pour les supports, pour le coup, les supports me coûtent assez cher. La dernière fois que j'ai commandé des supports, c'était il y a quelques années et j'en ai encore. Parce que c'était des panneaux de bois en châssis à forme. Et ça coûte très cher à faire fabriquer sur mesure. Et donc là, j'ai dépensé 15 000 € d'un coup pour acheter beaucoup de panneaux.
Et ensuite, quand il faut enduire et préparer les panneaux, j'embauche 1 ou 2 assistants pendant 2 semaines. Voilà, ça, c'est des formats spéciaux, là. Ouais. Et on fait ça ensemble. Et par exemple, si je te donnais plus d'argent d'un coup, tu ferais des choses plus folles, tu penses, si je te donnais, je sais pas, 50 000 €, là on parle d'argent. Je pourrais me consacrer plus fort à ça, donc oui. Donc la première chose, ça serait d'arrêter tes activités secondaires. Arrêter, pas forcément, mais en tout cas de me donner un temps où j'ai la tête tranquille pour... On va passer à Mathieu. Alors Mathieu, toi, tu as un autre système, tu as toujours bien vendu. Au Salon de Montrouge de 2010, tu as rencontré ton galeriste Jean Broly, qui t'a tout de suite quand même acheté, porté un petit peu dans ton travail. Et après, tu as enchaîné comme ça les expositions et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'économie de l'atelier, quoi? Tes prix, excuse-moi, j'ai pas dit tes prix. Ça va de 3 000 à 40 000 €. C'est un peu comme Marion, c'est la même économie dans le sens où j'ai besoin de matériel pour travailler. Après, je ne fonctionne pas de la même façon. Je sais pas, je passe 2-3 commandes par an, ça dépend. Les châssis, non, c'est plutôt sur une année généralement. Oui, j'utilise beaucoup de peinture, donc c'est nécessairement, ça me coûte plus cher probablement que Marion. En revanche, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en termes de production de matières premières, ça l'est pas forcément. En revanche, il y a toujours besoin de locaux, d'espace pour travailler, et ça, il faut soit les louer, soit les acheter. C'est le temps et l'espace, quoi. Ouais, donc forcément, ça rentre aussi dans le compte. Et toi, en plus, tu peins dans ton espace, on va dire, au départ c'est une maison atelier, en fait, voilà. que j'ai. Donc la première, c'était une maison familiale qui était à Saint-Cloud. Ça, c'est une peinture que j'ai faite à Saint-Cloud. Donc ça, c'était une maison de famille, quoi. Donc tu vivais avec tes grands-parents, ta mère, t'embêtais tout le monde dans l'escalier, par exemple. Ensuite, j'ai acheté une maison en 2019, donc en Sens et Fontainebleau, qui me sert encore aujourd'hui de maison atelier. Il y a d'autres projets à venir, probablement dans 1 an et demi. Après, je vis entre Paris et donc la Bourgogne. Mon économie, globalement, c'est à peu près 40% de ce que je gagne j'ai à peu près 40% de frais sur mon chiffre d'affaires. Ah oui, voilà. Alors il y a très très fort en comptabilité. Moi, je suis nul, mais... J'ai rendez-vous avec ma comptable aujourd'hui. D'accord. Et voilà, je sais pas. Très bien. Et alors Julien Benetton, toi, on en a parlé beaucoup du fait du rapport plus au temps, entre le temps et l'argent, c'est-à-dire le fait que tu faisais des tableaux qui mettaient beaucoup de temps et que des fois tu faisais des projets qui n'étaient même pas économiques, on va dire, un peu foufou. Donc par exemple, il y avait ta série de l'œil du tigre où tu as passé peut-être 12 ans à la faire, c'est ça ? 14, voilà. Non, mais je ne savais pas au début dans quoi je me lançais. Donc j'ai commencé en 2010 et j'ai pu le montrer en 2024 sans savoir si j'allais le montrer un jour, et en faisant des pièces qui étaient un peu différentes de d'habitude, où je me challengeais un peu. Donc quand je fais une installation de 63 tableaux et que c'est une œuvre... déjà, c'est invendable. C'est une folie. Voilà, donc il ne faut pas que je fasse des folies à chaque fois. L'économie d'atelier, alors je ne vis pas dans mon atelier. Il me sert de lieu de monstration, de lieu de peinture évidemment, de lieu de stockage et de bricolage. Parce que en fait, moi je peins sur bois, donc je fabrique mes châssis. En fait, j'ai tout l'outillage nécessaire, j'aime beaucoup bricoler. Et du coup, je me fais livrer des plaques et je fabrique mes châssis à la dimension que je veux. Et au niveau des peintures, je peins à l'acrylique et... j'ai appris à être économe, donc je sais pas. C'est pas la matière première n'est pas un si gros budget en soi. C'est un budget qui existe. C'est des fois où un encadrement qui peut faire. On peut prendre peur avec un encadrement des fois. Mais, ouais. Et donc, toi, c'est vraiment la question du temps. La question du temps, pour moi, c'est toujours un ratio de. Si je passe 4 mois sur un tableau. Alors comme toi Marion, je ne réfléchis absolument pas en termes de... je peins pas en fonction d'une vente potentielle ou pas, je peins ce que je dois peindre et c'est tout. Moi mon seul but c'est que entre guillemets mon modèle économique, parce que je réfléchis pas vraiment comme ça, mais c'est d'être assez robuste pour tenir. Voilà, petite voilure et robuste dans le temps, dans la durée. Et puis j'ai pas du tout, par exemple, j'ai pas besoin d'assistant, j'ai pas envie d'assistant. Pour l'administratif, peut-être que si. Mais pour peindre, j'ai pas du tout envie d'assistant. Je n'en veux absolument pas. Je sais que c'est un modèle qui est presque recommandé, mais en cas de succès notamment. Mais moi, ça m'intéresse pas.
Et du coup, ça me permet aussi de tenir plus longtemps. Et quand on peint des tableaux très lents dans la fabrication, c'est essentiel. Donc pour moi, c'est d'être capable de mener ça à bien à tout prix, quoi. Et tu m'as fait une transition, à vous. Tu y as pensé pour passer à Olivier. Bien sûr, bien sûr. Donc, parce qu'Olivier, tu as à peu près la manière de travailler le contraire, puisque toi, tu travailles avec beaucoup d'assistants, ou quand même pas mal. Par rapport à nous, ça nous impressionne tous, quoi, de la manière dont tu as géré ça. Est-ce que tu peux nous raconter ça, et pourquoi pas même parler de comment tu as géré ça par rapport aux galeries, parce qu'après, on va passer aux galeries. Voilà. Moi, à l'origine, quand je suis arrivé à Paris, j'avais fait les Beaux-Arts à Bordeaux. Je connaissais personne. Le milieu était un truc très mystérieux pour moi. J'ai enchaîné les boulots. J'ai été régisseur dans un centre d'art. J'ai vendu des aspirateurs à Conforama. Et j'ai fait 2 rencontres assez importantes. D'une part, Suzanne Tarazieff. Et d'autre part, Gérard Garouste. Ces 2 rencontres ont permis à la fois de m'aider dans mon parcours, mais aussi de m'apprendre ce qu'allait être mon métier. Et c'est vrai que Suzanne a su me préserver. Le jour où elle a voulu que je travaille avec elle, elle m'a dit: maintenant tu as 2 ans, tu t'enfermes dans l'atelier et dans 2 ans tu auras eu une exposition. Et Gérard Garouste m'a dit: fais attention, c'est un métier qui va s'inscrire dans le temps, c'est pas 5 ans de carrière, c'est 60 ans. Donc il faut que tu aies ça en tête dans ton travail. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, je voyais bien que le travail que j'avais fait avec les galeries, il y avait des choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Bon, déjà, elles ne pouvaient pas faire la compta, c'était à moi de la faire. J'étais assez nul en comptabilité. La communication, finalement, elles n'arrivaient pas à la faire. Elles arrivaient à faire la communication de la galerie, mais c'était très dur pour elles de faire la communication de chaque artiste individuellement. Et en moyenne, c'est 15 artistes par galerie. Oui, voilà. Donc, et du coup, j'ai fait une rencontre en 2015 qui est Delphine Toutain, qui s'occupe de Tada Agency et qui a géré des ateliers d'artistes. Et moi, à l'époque, j'étais tout seul, j'avais plus de galerie, et je lui ai dit: viens m'aider. Donc, elle m'a dit la vie d'un artiste, c'est un écosystème, et donc dans cet écosystème, il faut que tu le comprennes. Donc, la première chose qu'elle m'a dit, c'est on va faire l'état de ton stock, on va essayer de comprendre ce que c'est. On va essayer de comprendre qui sont tes collectionneurs, combien tu vends. On va essayer de comprendre quel est ton rythme de travail. Et à partir de ça, on va essayer d'imaginer quel est le modèle qui te correspond le plus. Et l'autre chose importante, et c'est quelque chose que je conseille souvent à tous les artistes qui viennent me voir aujourd'hui, c'est que notre économie, pour bien en avoir une vision, il faut l'annualiser. C'est-à-dire que si on ne comprend pas par an ce que sont nos coûts et ce que sont l'argent qu'on gagne, eh ben forcément, on va pas pouvoir gérer. Il y a des moments où on gagne beaucoup, des moments où on gagne rien. Et c'est très facile à annualiser. Si on a 1 000 euros de loyer, on sait que par an, il faut qu'il y ait 12 000 euros pour payer le loyer. Si on a 10 000 euros de matériel, bah, ça fait, on rajoute 10 000 euros. Si faut manger, tu peux nous décrire à l'atelier combien tu as de personnes comme ça, des postes je vais le faire progressivement parce qu'à chaque fois que je le dis, actuellement, les gens disent: ah, c'est super et tout ça. Delphine commence à pousser alors. Commence à pousser. Delphine est venue gérer l'écosystème. On a travaillé 6 mois ensemble, côte à côte, où on a refait l'archivage, tout ça. Il se trouve que dans cette organisation, ça m'a permis d'y voir plus clair. Elle a mis aussi au clair la liste des collectionneurs, qui m'a permis de les relancer, qui m'a permis un peu de s'occuper de ça. Et les ventes qu'ont généré cette nouvelle économie m'ont permis de voir à une année que je pouvais salarier une personne. C'est-à-dire que si je le voulais, j'avais suffisamment d'argent pour pouvoir salarier une personne. Et il se trouve que une des anciennes assistantes de galerie s'était retrouvée au chômage, et on se connaissait bien, et je lui ai dit: bah, moi j'ai envie de toi, donc viens travailler à l'atelier. Et il se trouve qu'on s'est aperçu que ça devenait un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Delphine s'occupait de la comptabilité, de la gestion et de l'écosystème de l'atelier. Christina, qui était cette deuxième personne, elle a pu m'aider à gérer les transports, les listes d'œuvres, les relations avec les expositions. Et tout d'un coup, ça a créé un système vertueux qui m'a permis ensuite d'avoir une autre personne que j'ai pris en alternance, qui était en école management de l'art ou un truc comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est quelqu'un qui était passionné qui est en train de devenir galeriste, mais du coup, elle est restée 2 ans à l'atelier, et le contrat en alternance m'a permis pendant 2 ans aussi de la former à ce métier qu'elle voulait faire en voyant le concret de l'atelier. Ce qui fait que l'atelier a eu une période faste,
qui m'a permis aussi de travailler avec une agence de presse. Donc là, tout d'un coup, ça a quand même... L'agence des arts, ouais. Voilà, l'agence des arts. Et là, il y a un petit phénomène aussi d'emballement, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve à gérer une équipe, donc on découvre un nouveau métier. Et ça a perduré comme ça jusqu'à il y a 2 ans. Et puis, la crise arrivant, la crise qu'on subit tous, mais qui a commencé il y a 2 ans, on s'est aperçu avec l'équipe que tout d'un coup, la période FATS était finie et qu'il fallait qu'on se réorganise. Mais comme on était une équipe très soudée et qu'on adorait travailler ensemble, on a réfléchi aujourd'hui à comment on mène notre économie. Et il y a une autre partie aussi dans l'atelier, c'est que j'ai décidé de faire du mentorat d'artistes. Donc depuis 10 ans, j'accompagne des jeunes artistes pendant 2 à 4 ans pour démarrer leur carrière artistique. À la fois pour qu'ils puissent travailler, je les rémunère, comme ça ils m'aident pour monter les expositions, pour plein de petites choses qu'on a à faire à l'atelier, mais en même temps je les accompagne, je les mets le pied à l'étrier pour qu'ils puissent travailler. Et alors là, on l'a pas vraiment dit très concrètement, mais la chose concrète qui s'est passée, c'est que tu as arrêté de travailler en galerie et les 50% que tu donnes, donc normalement un artiste donne 50% à la galerie, les 50% qu'il donnait à la galerie, il les a gardés pour lui, pour justement employer ses gens, tout ça, quoi. Pour monter ce studio. Voilà. Et aujourd'hui, ce studio est une entité. Donc, je ne suis pas le patron du studio. On est une entité où on a tous nos décisions à prendre. Et quand on nous sollicite pour une exposition, on décide ensemble si on ne la fait pas. Et ceux qui ont envie de la faire sont obligés de convaincre ceux qui n'ont pas envie de la faire. Donc, on joue aussi comme ça un travail collectif. Et alors là, on va passer à la galerie, justement. Et donc, j'ai mon couteau suisse qui était en bout de table. Donc Stéphane Coréard, qui est quand même le seul galeriste qui a fait une grève de galerie pendant 1 an, avec la galerie Météo. Donc Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ton expérience de galeriste et de rapport aux artistes? Ouais, disons que j'avais ouvert ma galerie en 92, donc c'était juste après la guerre du Golfe, au moment où le marché était vraiment le plus déprimé, mais j'avais des amis qui étaient à l'époque des jeunes artistes comme Philippe Maillot, Philippe Ramette, Gada Amer, que j'avais connu tous quand j'étais étudiant à la Villa Arson et qui ne trouvaient pas de galerie, puisqu'il n'y avait pas de nouvelles galeries qui ouvraient à Paris, il y avait plutôt des galeries qui fermaient. Donc effectivement, j'ai eu cette inconscience d'ouvrir la galerie pour pouvoir leur donner une visibilité à Paris. Et de fait, j'ai mis la galerie en grève au bout d'un moment parce que j'étais mécontent de mes conditions de travail. Et donc, je me dis, c'est ce qu'on fait quand on est mécontent de ses conditions de travail. Mes revendications n'étaient pas forcément très claires. Mais néanmoins, c'est vrai que je joue un peu le mauvais rôle, finalement, parce qu'il y a 4 à 5 artistes. T'as bien compris. Même ici, et que j'aime bien, et que pour la plupart, j'ai exposé. Effectivement. Mais mon père, qui était aussi expert comptable, quand il faisait la compta de la galerie, à l'époque, dans les années 90, il me disait, mais t'es fou, il n'y a pas de business model, c'est pas possible. Parce que les 50% dont tout le monde considère qu'ils sont beaucoup, en réalité, ils sont très peu. Si la galerie veut faire le travail, parce que c'est évidemment intéressant d'entendre Olivier dire finalement tout le travail qu'il y a à faire, et après, il faut savoir qui le fait et pour quelle rémunération. Mais moi, je me souviens très bien d'un exemple, par exemple, avec Maillot et Ramette, qui étaient invités par une galerie dont ils n'avaient jamais entendu parler en Italie pour faire une expo de groupe, tu vois, en voyant une pièce par la poste. Et ils disent, combien est-ce qu'on va leur donner comme pourcentage à eux? Et ils me disent 40%. Donc je dis, en fait, moi, tout ce que je fais comme travail, ça vaut 10%. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui dit, je veux juste une œuvre pour une expo de groupe, vous leur donnez 40%, alors que moi qui dois stocker votre travail, le produire, à l'époque, les budgets photos, dossiers, maintenant tout ça c'est numérique, mais à l'époque, les artistes me donnaient un dossier à un curateur, il fallait faire 20 tirages photos, enfin, bien sûr, voilà, et tout ça c'était juste rémunéré par 10%, mais ça vaut pas le coup de représenter les artistes. Il vaut mieux effectivement faire des... Tu décrivais aussi le fait que tes artistes, quand ils réussissaient, ils partaient. Oui, bien sûr, il y a ça, mais dans le fait de le mettre en grève, à l'époque, c'était Xavier Deroux du consortium qui m'avait dit, en fait, vous allez mourir, les galeries, il n'y en a pas toujours eu, et il n'y en aura plus besoin, parce que nous, Centre d'Art, finalement, on a beaucoup plus d'atouts, on peut payer des scénographies, on a des équipes, et finalement, les collectionneurs nous font plus confiance qu'à vous, et puis éventuellement, dans certains cas, ils peuvent même vendre. Mais effectivement, à l'époque, j'ai compris que les artistes, finalement, si on faisait bien son travail avec des artistes, on avait la chance que des artistes aient une carrière qui se développe, ils partent pour aller dans des galeries plus puissantes. Puis en fait, on reste en permanence avec les artistes qui ne se vendent pas. Ce qui est quand même un business model assez spécial. Surtout quand par ailleurs, il n'y a pas vraiment de second marché et que donc on peut même pas. Et puis moi, par exemple, la seule période de ma vie où je n'ai pas acheté d'œuvres d'art, c'est quand j'avais la galerie. Parce que d'abord, je devais travailler à l'extérieur pour payer les factures de la galerie. Donc il n'était pas question en plus d'acheter des œuvres. Donc en fait, je m'appauvrissais juste complètement. C'est-à-dire que voilà. Parce que ça, voilà, je ne l'ai pas dit, mais il est aussi également collectionneur, puisque tu as au moins 1000 pièces, 1000 œuvres d'art. Voilà.
Dans les galeries, alors je tiens, ça c'est quand même un sujet, voilà, c'est le rapport du comité des galeries qui disent que dans le sentiment général, 85% des galeries interrogées expriment une perception négative de la santé économique du secteur. Ça date d'il y a même pas 3 mois. Je tiens aussi à dire que dans le comité des galeries, ils ont précisé dans un rapport récent, ça m'a beaucoup étonné, que 48% des galeries ne faisaient pas de contrat avec les artistes. C'est-à-dire pas du tout. Et enfin, comme dernier chiffre, j'aimerais bien dire qu'on est le 3e pays de millionnaires au monde. Ça, c'est l'OCDE qui le dit. Donc il y a quand même un enjeu un peu étrange comme ça, à dire qu'il n'y a pas d'argent tout en est. Alors qu'il y a quand même de l'argent. Enfin voilà, ça c'est un vrai sujet de. Donc je pense à Nathalie Obadia, par exemple, qui a dit qu'il faut inventer ses ventes. Je pense que c'est qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu, de cette histoire-là de galerie et tout ça? Parce que toi, tu as un parcours peut-être le plus classique, le moins chaotique de nous tous par rapport aux galeries. Une galerie, en fait, moi je suis fournisseur. Une galerie, c'est un distributeur-diffuseur. Et donc l'idée, c'est d'être en bonne relation avec généralement le propriétaire ou la propriétaire de la galerie. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des artistes liaisons, voir les directeurs ou directrices dans la galerie. Et l'idée, c'est d'être en bon terme avec eux, d'avoir une idée de projet de construction ensemble. Et ça rejoint ce que disait Olivier sur la stratégie pour développer le travail, le montrer, donc le diffuser, et aussi le vendre pour faire tourner la machine. Je sais pas. Enfin, concrètement, oui, c'est trouver un interlocuteur avec qui tu t'entends et chacun son travail. Parce que, par exemple, ça, c'est Nathalie Moreau, qui est donc sociologue de l'art. Elle décrit le fait que la galerie, c'est aussi important ça permet d'être une instance de légitimation du prix, quoi. De dire, voilà, ça vaut ça parce que tu es dans telle galerie. Ça fait une des parties de... Alors, ça fait partie des données, mais je pense qu'il y a aussi la demande qui joue, parce que plus tu as de demandes, plus forcément ça resserre l'étau pour accéder à des pièces, et donc ça peut être le moment où si tu étais représenté par une personne qui sait faire son travail, il sait travailler les prix, et en revanche c'est toujours discuter avec l'artiste. Enfin, moi on m'a jamais imposé des prix, ça a toujours été en discussion intelligente. Après, en fait, il y a quand même des schémas assez classiques, par rapport au prix en France, au prix si t'es artiste américain. Enfin, c'est pas les mêmes barèmes. Parce que toi, par exemple, tu m'as décrit le fait que maintenant tu vendais peut-être plus à l'étranger en ce moment que ce que tu as fait. Avant, tu vendais beaucoup plus en France, oui. Maintenant tu vends plus à l'étranger. Qu'est-ce que ça... Sur les 2 dernières années, oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça change alors de... Ça change que... Alors là, si on parle de manière très pragmatique, en termes d'activité, ça change que je vais sur d'autres marchés, et pas juste le marché francophone. Ce qui fait que ça multiplie les possibilités, ça permet aussi au travail de voyager. Je notamment un galeriste qui me parlait de planter des graines, donc tu vois, ça permet de diffuser le travail ailleurs, parce que généralement c'est des petits milieux qui se connaissent. Voilà, ce que ça fait, ça multiplie les possibilités, non? Ça multiplie peut-être la demande aussi à ce moment-là, donc ça fait monter les prix, on va dire. Normalement, logiquement. Oui et non, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est par à coup. Il suffit qu'il y ait un moment un peu fort où tu as une certaine visibilité, ou une expo, un article. Et alors Marion, toi, tu as vendu en Chine, tu as fait une grande exposition en Chine, et comment ça s'est passé, le rapport à la galerie, justement? Comment tu t'es... Affreux. Non, ça aurait pu être pire, mais... Tu t'es pas fait avoir? Non, j'ai récupéré mon argent, mais c'est très dangereux. Enfin, là, pour le coup, le rapport d'inégalité, il est encore pire. Parce que pour seule protection, ils ne prépayent pas les tableaux, en tout cas, pas dans mon cas. Et pour seule protection, pour récupérer son argent ou des tableaux invendus, on a un contrat et jamais on va faire... Enfin, moi, dans la position dans laquelle je suis, jamais je vais faire un procès avec quelqu'un en Chine. Ce serait beaucoup trop lourd. Donc, c'était trop précarisant, en fait. J'ai couru après mon argent longtemps, quand même. Mais Non, mais je veux dire, c'est une prise de risque qui n'a pas en fait de structure. On jette le tableau comme ça en Chine et puis on ne sait pas comment ça va se passer, quoi. Ouais. Et possiblement, on envoie pour des sommes très conséquentes, beaucoup de travail, et on ne sait pas si... Enfin, on n'a aucune sécurité, quoi. Finalement, elle a cartonné, mais voilà. En revenant en France, Olivier, toi, ça t'est arrivé d'avoir, pareil, une galerie à qui tu donnes des œuvres et puis en fait, tu n'as pas récupéré ton argent, quoi. Oui, ça m'est arrivé 2 fois.
Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cet atelier, c'est parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Et oui, des gens qui sont partis avec la caisse, oui, ça fait toujours... Comment ils partent avec la caisse? Comment ils font pour partir? En fait, la galerie ferme. Comment il faut faire? Voilà. Il faut faire faillite et voilà. C'est le modèle de la SARL qui permet ça. Voilà. Puisque en priorité, on va payer les salariés, les fournisseurs, mais l'artiste est considéré un peu comme une sorte de partenaire. Donc c'est combien d'argent à peu près? Si tu veux le dire. Hein, si tu peux... La première fois, c'était 20 000 euros. C'était donne pas le nom. Donne pas le nom. Non, je donne pas le nom. La première fois, c'était 20 000 euros parce que c'était une galerie où on sentait qu'elle allait pas bien et c'était, on va dire, des tableaux qui n'arrivaient pas à être payés. Et pour la petite histoire, c'est un collectionneur qui m'a aidé à négocier pour récupérer et du coup, il a fait un chèque à la galerie qui me l'a renvoyé. Donc, en fait, ça s'est arrangé comme ça. La deuxième fois, c'était plus compliqué parce que c'était une exposition qui avait très bien marché. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'exposition en galerie, donc j'avais sollicité beaucoup de collectionneurs et c'était 150 000 euros. Donc là, 150 000 euros, ça signifie à la fois qu'on perd de l'argent, mais on perd aussi ses tableaux. C'est-à-dire que c'est 2 ans de travail qui partent dans la nature et dont on ne voit... et on perd l'argent. Donc là, il faut... et à ce moment-là, j'avais déjà l'équipe qui était constituée. Donc là, il a fallu qu'on soit fort avec mon équipe. Et là, j'ai été vraiment content d'avoir monté ce petit studio parce qu'on s'est serré les coudes pour se dire, on comptait sur cet argent, quasiment l'argent d'une année qui part. Il va falloir que tous, on essaye de comprendre comment on va s'en sortir, comment on ne met pas nous-mêmes la clé sous la porte avec quelque chose comme ça. C'est des cas qui arrivent. J'ai pas été le seul. Il y a eu pas mal d'artistes. Mais plein. Souvent, moi, je suis au bureau des pleurs, donc j'en ai plein. Bah oui. Mais suite à ça, on m'a beaucoup dit t'aimes pas les galeries, t'es contre les galeries. C'est pas vrai. Je travaille aujourd'hui avec des galeries avec qui j'adore travailler, qui font un très bon boulot. T'as des critères d'ailleurs? Tu peux juste nous dire les critères? Ils sont pas. Déjà, il faut bien s'entendre avec une galerie. On va travailler avec. Il faut avoir les mêmes valeurs. Critères. Donne des conseils comme vite fait. Oui, il faut avoir des valeurs. Et puis après, il y a les 2 choses que j'aime beaucoup. C'est quand on parle 5 minutes d'argent et 1 heure d'art. Donc déjà, on est concis sur l'argent et parce qu'en fait, notre modèle économique n'est pas compliqué. C'est vite résolu. Voilà. Et la deuxième, qui paye une facture sous 30 jours, quoi. Ce qui est la loi, quoi. Donc c'est tout. Ce qui est la loi, et encore une fois, il n'y a pas pour le coup dans le rapport, on va dire artiste-galeriste, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de la part de l'artiste de se plaindre, de le dire. C'est très compliqué comme artiste. Là, on parle de la question de l'argent. On est quand même un métier de désir, entre guillemets, de montrer qu'il n'y a pas de problème. Il faut toujours que tout soit un peu fluide, que l'art, ça soit quelque chose d'accessible comme ça. Et donc le fait est que dès que ça s'accroche, on est assez perdant dans l'image. Voilà. Donc par exemple, je donne ce conseil-là qui, finalement, en vieillissant, je le vois, c'est assez drôle, c'est de voir le nombre de turnover qu'il y a dans les galeries, quoi. Par exemple, il y a beaucoup de galeries qui ont des artistes tout le temps nouveaux, comme ça, qui tournent à 4-5 ans. Il n'y a pas d'historique, parce qu'il n'y a pas Internet n'a pas d'histoire, quoi, mais c'est quand même un enjeu de voir que, en gros, les artistes n'ont aucun intérêt à partir d'une galerie si ça se passe bien. Voilà. Donc c'est vraiment chiant de partir d'une galerie. Donc, oui, c'est comme un restaurant. Quand il y a beaucoup de plats à la carte, il faut faire attention. Ah ouais, bon, ça... T'as quelque chose à dire Non, mais je voulais dire qu'effectivement, par exemple, j'avais été frappé quand le CNAP avait fait une campagne d'acquisition après le Covid. Ils avaient insisté sur le fait qu'il fallait que les galeries payent les artistes, comme si ça n'allait pas de soi. Et, c'est de ma faute, cette histoire-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des règles. Par exemple, si un architecte veut candidater pour un bâtiment public, il doit montrer qu'il est en règle avec l'URSSAF, etc. Je comprends pourquoi on continue à tolérer des comportements qui sont intolérables. Je pense qu'il n'y a aucune honte. Les artistes devraient dire quand il y a des mauvais comportements, mais surtout, ces gens devraient être sanctionnés. La plupart des galeristes que je connais qui ont eu la Légion d'honneur ou qui ont eu des expositions qui ont été consacrées dans des musées sont des gens qui veulent les artistes. Donc je pense que... ça mériterait peut-être de s'interroger au-delà, en fait, sur l'absence de... j'ai pas modéré. Non, mais vraiment, c'est-à-dire sur l'absence... Non, mais c'est un sujet qui me préoccupe en ce moment plus largement, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous plein de bonnes intentions et on voudrait promouvoir des bonnes pratiques en tant que citoyen, mais dans le monde de l'art, je trouve qu'on se préoccupe très très peu des bonnes pratiques. Et ça m'interroge beaucoup parce qu'on est quand même censé être dans un milieu qui est autour de l'humain, autour de relations humaines, autour de choses qui parlent de... Et en fait, on s'en fout... Non, mais, oui, mais c'est quand même... moi, ça me pose question. Oui. Moi, par exemple, la dernière édition d'Art Basel, il y a eu une liste de violeurs, harceleurs, etc., qui a été dans
dans les toilettes, et il n'y a eu aucune enquête, il y a eu un seul papier dans Télérama, et personne ne se dit pourquoi ces gens sont sur cette liste, les journalistes n'ont pas fait d'enquête, enfin, c'est invraisemblable, dans n'importe quel milieu, ça aurait donné lieu à des investigations. Alors l'histoire de Mitoir, par exemple, le sujet de Mitoir, c'est que justement on a un milieu tellement spécifique qui n'a aucune, où il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de choses comme ça, on est très individualiste, donc n'importe quelle histoire qui sortirait de Mitoir grillerait directement la personne qui va raconter l'histoire, parce qu'on saurait directement qui c'est, quoi. Voilà. Donc c'est un des sujets, non mais c'est un vrai sujet là je te raconte ça par rapport à ça, c'est un peu pareil pour un artiste, il n'a aucun intérêt encore une fois à dire que ça se passe mal, puisque d'un coup il serait catégorisé, mis dans un truc, voilà. Peut-être, Julien, tu peux nous raconter ton rapport aux galeries. Toi, ça fait très longtemps, là, ça fait 7 ans que tu n'as plus de galerie. Tu as fait une très bonne année cette année de vente. D'ailleurs, je n'ai pas dit tes prix, mais j'ai déjà oublié. Voilà, j'arrive de 300 à 45 000 euros. Comment tu gères ton rapport à la galerie et tout ça? Je me souviens d'une petite galerie qui t'avait fait une remarque qui t'avait choqué sur le temps que tu passais et tout ça. Enfin voilà, si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais. Alors oui, ça fait depuis 2018 que j'ai plus de galerie et ça m'a fait un peu peur de claquer la porte au début, d'autant plus que j'ai conscience que c'est pas mon métier, la vente. Je suis pas très bon à ça, quoi, et que chacun son rôle. Et donc, j'ai aussi pris ma liberté. Donc je travaille avec des galeries sur des expos de groupe, mais je ne suis pas représenté par une galerie depuis. Et depuis, je fais tout seul. Alors c'est pas exaltant, mais je sais ce que je fais. Et je fais pas semblant de le faire. Donc je travaille beaucoup, mais il se passe aussi ce qui se passe parce que c'est moi qui le fais. Et que je prétends pas le faire, je le fais. Et du coup... je vous ai dit que je passais beaucoup de temps sur mes tableaux. Alors je vends moins, mais je vends à 100%. Je donne un exemple pragmatique. Alors la citation des galeristes dont tu parlais, c'est « Ta productivité n'est pas adaptée au marché, on ne travaillera pas avec toi pour ça ». Ça fait rêver de parler d'art. C'est légitime, ils peuvent le dire. Mais c'est vrai. Ma productivité n'est pas adaptée au marché. Est-ce qu'en cas de succès, je peux répondre au succès avec ma méthode de travail? Voilà. Stéphane me regarde. Hein? Non, mais j'ai pas de... Sujet, oui. Voilà, c'est un vrai sujet. Donc, est-ce que je dois adapter ma manière de travailler pour aller plus vite, pour pouvoir éventuellement prétendre à répondre du succès? C'est ça qu'il faut se poser comme question derrière. On a tous les deux à peu près les mêmes problèmes, parce que moi, je suis un peintre lent aussi. Et le fait est que j'en ai parlé avec, par exemple, Anne-Claude Coric qui travaille à Templon. Elle m'a dit, si tu ne le produis pas beaucoup, tu les vends très cher. Mais à ce moment-là, évidemment, il y a tout un travail de la galerie qu'il soit fait par la galerie pour pouvoir justifier ce tarif-là. Mais le plus important, des fois, c'est quel est le nom de la personne qui va nous représenter, pas forcément ce qu'on fait. Voilà. Et donc là, je revenais sur Nathalie Moreau, la sociologue. Donc les instances de légitimation du prix, c'est le marchand de la galerie, également le collectionneur, c'est-à-dire qu'un collectionneur peut être très précepteur, on dit, oui. Prescripteur, voilà. Chaque fois je me trompe, le critique et l'institution, donc c'est ces 4 éléments. Moi je pense aussi les réseaux sociaux maintenant, mais qui portent qui disent le prix, quoi. Voilà. Je me permets une remarque sur les réseaux sociaux. Je suis un as, donc tu pourras vraiment parler très très bien. Et puis c'est très bien, depuis quelques années, on parle beaucoup entre nous, notamment grâce à ton initiative et aussi beaucoup toi, Olivier. C'est-à-dire que moi, le fruit de ma réflexion a été nourri de tes réflexions à toi, dont tu as généreusement fait part à beaucoup d'entre nous. Et c'est pas parce qu'on n'est pas sur le même modèle que justement le fait d'en parler, et non pas de se dire bonjour dans les vernissages, alors ça va, et à part ça, ça va, ok. En fait, on se dit, comment moi ça me ressemblerait de travailler. Et c'est vrai que en travaillant en galerie, j'ai fait toujours l'art que je voulais, donc ça, c'est pas un problème. Mais par contre, j'ai développé aussi des projets qui n'avaient pas du tout la temporalité d'une galerie, en termes de foire, de solo show tous les 2 ans, 1 an et demi, ou je ne sais pas, de groupe show, voilà. Et en fait, très curieusement, c'est avec ce genre de projet que ça a pu me mettre en difficulté, comme le projet sur les éleveurs bovins ou sur la boxe, qui n'était pas dimensionné pour une galerie, et qui étaient des sujets qui n'intéressaient
pas trop à l'époque, les Parce que agriculteurs. tu as fait combien de tableaux sur Jean-Marc Mormec, par exemple, qu'un boxeur Je peux pas te dire. Non, mais je trouve que c'est pas bon. Moi, j'étais avec vous son atelier, il me disait 80, 100. Enfin, Non, voilà. mais Je me suis retrouvé dans son atelier et il avait fait un Jean-Marc Mormec taille réelle. Enfin, voilà, ça n'avait aucun sens. Enfin, il n'y a aucun sens, on va dire, d'économie ou de quoi que ce soit. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais par contre, garder certaines pièces, ça me permet d'avoir la maîtrise et de pas un ensemble de 63 tableaux ou de 27 silhouettes des plus grands boxeurs tous les temps. Si je les éclate et que je les disperse, et qu'il n'y en a que quelques-uns qui sont vendus, après bon courage pour les rassembler et les montrer. Donc quand on peint peu, on fait aussi attention à être en position de force pour continuer à montrer son travail. Et des fois, être dans cette position-là, ça veut dire refuser quelques ventes. Ça m'arrive. Ça peut être aussi... Et c'est dur, hein, enfin, je ne le dis pas avec le sourire. Ça va en parler après, ouais. Mais du coup, il peut aussi y avoir un côté où c'est aussi avec ces projets-là, hors temporalité galerie, et où je me suis tiré une balle dans le pied, parfois même financièrement, où, curieusement, j'ai des institutions qui se sont intéressées à mon travail de manière beaucoup plus forte. Et depuis que j'ai quitté la galerie, je travaille beaucoup avec des institutions. Oui, là, tu as fait une exposition au FRAC Picardie. FRAC Picardie. Il a une magnifique exposition en ce moment. Alors, je le dis parce que c'est vraiment pour les gens de la salle, parce que c'est pas pour la vidéo, mais il y a une magnifique exposition à Arcueil en ce moment, qui dure jusqu'à dimanche, c'est ça ? Samedi. Il faut vraiment y aller, ça vaut vraiment le coup. Hein. Sinon, vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube Les Apparences. C'est gentil. On a fait une visite. Ouais. Mais non, j'ai fait le FRAC Picardie, le musée d'art contemporain de Marseille, et après des groupes shows, musée des abattoirs, FRAC Occitanie. J'ai un tableau qui est au musée de Grenoble. Et ça, tu penses que c'est parce que tu n'as pas de galerie que les gens viennent te voir ? Non. Ah oui. Non. C'était pour ton travail alors. Non. Ouais. Alors après, je sais pas. Moi, je me rends pas compte. Je vais pas généraliser à mon expérience de galerie. Je vais pas globaliser. Non, c'était quoi le mot que tu avais utilisé tout à l'heure, Marie ? Essentialiser. Je vais pas essentialiser. Mais du coup, c'est pas pour ça. C'est juste que j'ai travaillé d'une certaine manière qui ne répondait peut-être pas à la temporalité d'une galerie. Mais ça m'a permis de développer des boulots qui ont aussi intéressé des institutions. J'entends. Et j'ai eu cette chance. Ouais. Je dis pas c'est une recette. Je dis... De toute façon, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Non, j'ai arrêté de parler de stratégie. Quand on a une galerie, quand même, on a une chose qu'on n'a pas quand on n'a pas de galerie, c'est qu'on va dans des foires ou des choses comme ça. Les foires, c'est quand même aujourd'hui très important puisque c'est un moyen de toucher un public plus large que la galerie elle-même. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des foires, Mathieu ? J'ai bien vu, il voulait pas que je lui pose la question. Il a fui mon regard. Comment tu le vis, J'en toi, pense qu'effectivement, ça diffuse assez fortement de manière courte. Après, bon, ça c'est plutôt le job des galeries. Hein, c'est pas moi qui fais les applis pour aller sur les foires. Bien sûr. Ouais. Et ça coûte très cher d'aller dans les foires. Faut savoir, voilà. De toute façon, il y a toujours des perdants et des gagnants, mais ce qui est sûr, c'est que dans les gagnants, il y a les organisateurs. Ça fait partie de l'écosystème, alors dire que c'est bien ou mal, ça j'en sais rien. Dire qu'il y en a trop, moi je demande comment toi tu le vis. Je sais pas non plus. Toi, comment tu le vis de faire un tableau ? On te demande, c'est à ce moment-là. Non, mais après, je rejoins ce que disait Julien. C'est effectivement, il y a toute une temporalité, il y a des deadlines. Après, c'est une question d'organisation aussi. Parce que généralement, tu es au courant. Là, par exemple, je sais en amont tous les trucs que j'ai à préparer pour l'année prochaine. Et je le sais depuis quelques mois. C'est ce qu'on n'a pas encore parlé. Mais comment ? Si j'ai un truc à te faire faire, c'est pour ça. Mais d'accord. Et donc, au final, je travaille déjà. En fait, c'est... Et donc, avant, tu as quoi comme deadline dans l'année ? Tu as combien de foires ? Tu sais ce que tu... Là, oui, j'ai plusieurs trucs l'année prochaine. Mais toutes les années changent. Il n'y a pas d'année qui se ressemble. Mais oui, tu as des, je sais pas, 3, 4. Mais donc d'un coup, tu penses que quand même le tableau, en fonction du fait qu'il soit individué, qu'il soit pas dans une expo ou une chose comme ça ou... Violent, une foire. Oui. Non, c'est violent. Alors, généralement, là, pour te donner un exemple concret, on m'a parlé plutôt de format, des grands, des moyens, des petits, en fonction de chaque foire. Forcément, là, je pense, parce que j'ai eu la discussion il y a peu de temps, par exemple pour Art Genève, la prochaine foire que je vais faire, c'est certain qu'il faut forcément, parce qu'effectivement, il faut c'est pas sortir du lot, mais tu es très sollicité visuellement, donc si tu présentes pas des pièces fortes, c'est compliqué de sortir du lot. Et l'idée, c'est quand même d'être remarqué, de vendre le tableau, parce qu'on est sur une économie. Bien sûr. Et là, je parle pas de moi, je parle plutôt de la galerie. La galerie, elle a payé le stand très cher, donc il faut quand même et si tu veux qu'elle te représente ensuite. Bien sûr. Faut pas que ça la fragilise de trop, parce qu'après, il faut qu'on soit payé. Ouais. Toi, tu trouves ça violent les fois ?
Le côté tout le monde ensemble, c'est très sympa. Pourquoi tu n'aimes pas? Non, mais à un moment donné, le nombre. Oui. La saturation cognitive. Ouais. Et alors, j'en ai pas parlé, mais j'ai encore un couteau suisse, puisque Stéphane Coréard a créé une foire qui s'appelait Galeriste, qui était super, et notamment qui faisait quelque chose de très simple. Il avait fait des posters pour la première année où il disait il y a des œuvres à 1 000 €, vous pouvez payer en 10 fois. Enfin voilà, des phrases très simples comme ça, d'un rapport aux collectionneurs différent. Est-ce que tu peux nous reparler de disons faire un que retour aussi, d'expérience? Oui, enfin, c'est pas tellement de galeristes dont je voudrais parler, mais c'est plutôt la spécificité française, en fait, parce que c'est vrai qu'on a parlé, en se moquant un peu, évidemment, de galeristes qui payaient pas les artistes et tout ça, mais... on se moque pas, parce qu'il y a la vie des gens derrière. On se moque pas. Non, mais tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'eux ne sont pas enrichis non plus, en fait. Donc c'est plutôt... Le problème, déjà, c'est la pauvreté générale de ce milieu de l'art en France. Je parle vraiment du milieu de l'art en France, parce que là, par exemple... les journaux nous ont dit après Art Basel Paris, c'est merveilleux, en fait le marché a une résilience incroyable, parce que des galeries étrangères ont vendu des artistes étrangers à des collectionneurs étrangers qui ont des pieds-à-terre à Paris. Donc on se calme, ça ruisselle pas beaucoup sur le milieu de l'art français, je pense que ça ruisselle pas beaucoup sur les artistes qui sont là, ni sur les galeries qu'on connaît. Hein. Et quand je dis pauvreté, c'est parce que les mécanismes vraiment de marché sont spécifiques en France, du marché de l'art, mais pas seulement. Par exemple, je vais donner un exemple, une galeriste que j'avais rencontrée à New York dans les années 90, Anina Noseille. Elle avait une galerie à Soho, elle s'est installée à Soho parmi les premières, à l'époque où ça valait rien, elle a acheté le local pour une bouchée de pain. Soho est devenu le centre de la mode, etc. Elle a été la première à déménager à Chelsea, elle a gardé son local de Soho. Le loyer qu'elle percevait d'une marque de mode couvrait tous ses frais de galerie. Donc elle n'avait plus de problème ni de loyer à Chelsea, ni de payer ses salariés, ni de payer... tous les frais de la galerie. Et ensuite, c'est elle qui a enfermé Basquiat dans la cave en 81 pour qu'il peigne des tableaux. Et elle en a gardé quelques-uns et ça l'a fait vivre pendant 50 ans. Et elle a déjà arrêté sa galerie maintenant depuis 30 ans. En France, c'est absolument impossible. Les deux d'ailleurs, hein, parce que je ne crois pas que les galeristes, par exemple, aient acheté leurs locaux pas cher à Paris et puis ensuite aient fait une culbute immobilière. Il y en a qui essaient maintenant de le faire à Pantin. Ni enfermer les artistes dans les caves. Mais parce que si... C'est notre rêve en plus. Non, mais parce que... Voilà, parce que si c'est aussi l'absence ou la faiblesse du second marché en France, c'est-à-dire de la revente des œuvres, qui fait qu'il n'y a pas de business model, entre guillemets, pour les galeries, donc pour l'ensemble du marché. Parce qu'effectivement... Alors, le second marché, c'est quand on a acheté l'œuvre en galerie, voilà. Après, on la revend en vente aux enchères et tout ça. Et en fait, ça ne marche pas très bien en France. Ça marche même pas du tout. Ouais. Voilà, et donc, du coup, ça n'amène pas d'argent dans la machine. Donc c'est ça en fait qui est... Et là il faudrait effectivement travailler sur ce business model, parce que moi quand j'avais ma galerie dans les années 90 où je travaillais avec des artistes vivants, maintenant je travaille avec des artistes morts, c'est un problème assez différent. Je me rendais compte, parfois il y en a, j'avais rien vendu pendant 2 ans. Bon, 2. Et puis je regarde, je me dis, ils sont pas morts de faim. Ils ont vécu de quoi eux, pendant 2 ans? Alors je sais pas, on a eu des exemples, peut-être ils donnaient des cours, peut-être ils avaient d'autres activités, peut-être qu'ils touchaient aussi, ils commençaient à toucher des fees un peu de la part de centres d'art, etc. Peut-être qu'ils faisaient parfois des 1%. Ils commençaient, ouais. Certains. Enfin, les fees de centres d'art, c'est 100 € de monstration pour une exposition collective. Ils vivaient de plein de choses sur lesquelles la galerie n'était pas intéressée. Voilà, alors que la galerie, par définition, elle ne peut vivre que de ce qu'elle vend. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, éventuellement, il peut y avoir une légère divergence entre les intérêts économiques de l'artiste et les intérêts économiques de la galerie. Et je pense qu'effectivement, la première chose, ce serait déjà de beaucoup plus travailler ensemble. Voilà. Moi, si aujourd'hui je devais faire une galerie avec des artistes vivants, je les prendrais entre 4 yeux avant qu'ils rentrent dans la galerie. Je dis, voilà, tu as besoin de combien par an? Moi, j'ai besoin de combien par an avec mes assistants, mon loyer, etc. Donc, notre target, c'est de vendre tant dans l'année. Si on vend plus, peut-être, je baisse ma com, parce que moi, j'aurais payé mes frais, etc. Peut-être que si on vend moins, peut-être que je te prends des œuvres pour espérer un jour me rattraper, etc. J'aurais beaucoup plus de transparence, en fait. Parce que là, les artistes, je l'ai quand même constaté plein de fois, ils trouvent tout à fait normal que tu fasses une expo, que tu vendes rien pendant 2 mois, et puis la fois d'après, quand 2 ans après tu refais une expo, ils te disent, ouais, mais là, il faut monter les prix de 30%, parce que c'était quand même 5 000 il y a 2 ans. Et j'ai dit, ok, mais t'en as pas vendu à 5 000. Donc, mais normalement, si t'as rien vendu... Donc, c'est peut-être le vrai prix, c'est peut-être pas 6 500, c'est peut-être 3. Parce qu'on va revenir là-dessus, parce que le prix, évidemment, est très important. Non, parce que vous dites tous, oui, quand ça monte, il faut monter les prix. Ouais, bien sûr, oui. Mais là, on a... Côte, Mathieu Cherkit. Mais quand ça marche moins, il faut baisser les prix. Pas exactement dit ça. Si, c'est le travail de la galerie. Quand il y a plus de demandes, non, mais il me demandait les facteurs qui rentrent en jeu. Quand il y a moins de demandes, est-ce qu'il faut baisser les prix? Voilà, ça c'est la question. Moi, j'avais appris, par exemple, en écrivant dans un livre sur les galeries après la Deuxième Guerre mondiale, que certains artistes en 90, quand la crise est arrivée, on dit à leur galerie, on baisse de 30-40%, et on va être plus compétitif par rapport aux autres, parce qu'il va y avoir moins de ventes, et il faut que moi j'ai besoin de croûter, donc il faut que vous me vendiez. Et il n'y a pas de problème, en fait.
Aux États-Unis, ça marche. Hein. C'est aussi encore un truc un peu français, quoi. Ouais. Qu'est-ce que... Non. Pardon. Chaque pays n'a pas sa spécificité. On va revenir, mais... Je vais peut-être dire des bêtises, mais j'ai l'impression que l'art, pour le coup, ne fonctionne pas uniquement... Enfin, comment on décide la valeur des choses, selon l'offre de la loi et de la demande, et que tout à coup, il peut y avoir un élément prescripteur qui change tout, et que même il y a des gens qui n'achètent pas parce que c'est pas assez cher. Donc ils considèrent que du coup c'est pas assez bien. Mais c'est l'inverse en fait. Moi, je connais plein de milliardaires qui m'achètent pas parce que je suis pas assez cher. C'est vraiment hyper déprimant, mais c'est déprimant à un point. Mais les mêmes tableaux 100 fois plus chers, ils les achèteront pas non plus. Donc c'est pas. Je suis pas sûr de ça. Non, pas sûr. Mais ça, justement, c'est le premier problème. Il y a pas beaucoup de gens qui achètent par goût. Je vous le dis parce que je vous adore et que vous êtes. On va y arriver. Pour moi qui suis. Alors je suis peut-être un couteau suisse, mais je suis d'abord un amoureux de l'art. Bien sûr. Et j'aime les artistes. Donc je pense que la premier intérêt du marché, c'est de financer les artistes durablement. Donc la question après, vous pouvez toujours dire oui, non mais le prix par rapport à machin qui est moins bon que moi ou qui est sorti de l'école 5 ans plus tard, etc. Le problème, c'est est-ce que vous avez de quoi vivre et travailler et dans la durée? Parce qu'effectivement, une carrière d'artiste, Garousse a raison pour une fois, c'est 50 ans ou 60 ans et c'est jamais 50 ans ou 60 ans où ça va de mieux en mieux chaque année. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc comment est-ce que je m'organise par rapport à ça? Et effectivement, peut-être que la logique, c'est ce qu'aujourd'hui je dis avec l'expérience que j'ai, et c'est qu'en fait, ce qui est le plus logique pour un artiste, c'est d'être clochard. C'est de ne pas avoir de besoin économique du tout. J'ai fait une expo là-dessus, sur Guy Debord, et l'auteur de la Société du spectacle, et son meilleur ami Gilles Volman, à l'époque, dans les années 50. Et quand Gilles Volman a eu un enfant, Debord l'a exclu du groupe, en lui disant pour mode de vie ridicule. Et le mode de vie ridicule, c'était d'avoir un enfant. Parce que Debord disait, il a un enfant, donc il va falloir qu'il ait un appartement plus grand, qu'il achète du lait, des couches, etc. Donc le mec est mort parce qu'il va devoir en fait travailler pour vivre. Et dans la logique de Debord, évidemment, il disait, finalement, les artistes produisent de la marchandise, donc ils ne peuvent pas être contre le monde spéculaire marchand, puisqu'ils ont besoin de ce monde pour vivre. Voilà. Et donc Debord, lui, il avait trouvé le truc qui était un parasite, donc c'est pas forcément ce que tout le monde veut, mais ce que je veux dire, et c'est un peu provocateur, mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit trouver sa propre logique, sa propre stratégie, en disant, on en parlait off avant que vous n'arriviez, mais par exemple, si en ce moment je ne vends plus de tableaux, peut-être qu'il faut que je fasse des estampes, peut-être qu'il faut que je fasse des aquarelles comme Thomas, parce que c'est moins long et je vais plus les vendre, etc. En tout cas, je veux dire, si on a besoin de vendre, il faut se poser la question, parce qu'on ne peut pas dire juste, c'est incapable de galerie, qui ne me vend pas. Parce que mais il y a beaucoup d'artistes qui vendent, hein, tu sais, ils vendent pas très cher. Par contre, ils vendent quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde vend plus ou moins quand même beaucoup. Hein. La question, c'est justement la valeur qui est créée autour des artistes. Tu voulais dire quelque chose, Marion, parce que il y a peut-être pas que la valeur marchande qui. Bien sûr. Tu veux dire quelque chose, Olivier? Oui, je vais juste dire deux choses sur l'histoire. Je suis assez d'accord sur le fait que effectivement les galeries ne se sont pas enrichies et tout ça, mais par contre. En discutant avec certains, c'est qu'ils n'avaient pas pensé à leur modèle économique. Donc des fois, il y avait aussi des choses où je leur disais faites un petit stage de compta parce que... on voit beaucoup des galeries qui coûtent 5 000 € par mois de location avec des œuvres qui sont à 800 €. Quoi. Ouais. Et la deuxième chose, c'était sur le prix des œuvres. Et là où je suis assez d'accord, c'est sur le second marché qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours fait très attention au prix auquel je vendais. Et j'ai résisté 2 ou 3 fois à des galeries qui voulaient m'augmenter et j'ai refusé. Parce que je me disais que justement, j'étais pas prêt à affronter, et puis ça me faisait très peur de voir des prix qui étaient beaucoup trop chers, et je voulais pas être en incapacité un jour de pouvoir racheter un de mes tableaux. Donc je savais qu'au-delà d'un certain seuil, ça allait s'emballer et je maîtrisais plus rien. Donc c'est ce second marché qui m'a amené à réfléchir comme ça. J'ai oublié, je crois que je ne l'ai pas dit, que tes prix c'était de 200 à 25 000 €. 250 000, pardon, désolé. Moi j'ai une question pour Stéphane. Ah oui. Est-ce que du coup tu crois à la justice du marché ? Non, pas non. Mais le problème, justement, c'est qu'on veut faire dire au marché des choses qu'il est incapable de dire. En fait, le premier problème, déjà, c'est d'accorder au marché une valeur d'oracle. Et de considérer que le peintre le plus cher, le peintre qui est le meilleur. Normalement, l'exception culturelle à la française, c'est le contraire. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système qui fait que, par exemple, est-ce qu'une grande institution publique organisera une rétrospective d'un artiste qui vaut 5 000 €? Je vous spoil, la réponse est non.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont dépendants des grandes galeries, ils sont dépendants des mécènes, qui sont des gens qui ne s'intéressent effectivement pas aux artistes qui vendent 5 000 euros. Donc, je précise juste, ils ne sont même pas dépendants des mécènes ou des grandes galeries, c'est qu'en fait, ils sont pour la plupart en phase d'ubérisation, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent privé qui doit être là pour faire l'exposition, et que donc, s'il n'y a pas de personnes qui donnent de l'argent pour faire une exposition dans des lieux publics, il n'y a pas l'exposition. Donc ça, c'est la première chose qui est scandaleuse, à mon avis, à laquelle on devrait s'attaquer, c'est que tous les mécanismes aujourd'hui de reconnaissance dans l'art sont ceux du marché. Tu l'as dit, c'est tel collectionneur a acheté, telle grosse galerie le montre, telle grande foire le montre, telle grande maison de vente le vend. Donc en fait, c'est aujourd'hui un système d'auto-légitimation dans lequel il n'y a plus aucune autre voie qui serait une voie scientifique et qui serait détachée du marché, comme ça pouvait être le cas il y a encore 30 ou 50 ans. Et ça, il faut quand même bien avoir conscience que c'est uniquement pour les arts visuels. Comme je le dis parfois, on peut encore avoir le prix Nobel de littérature si on est un poète kényan qui vend 80 exemplaires par an. On peut, le Festival de Cannes, les films qui sont en compétition officielle sont des films qui ne représentent rien en termes de marché, si on les additionne tous. Or, toutes les grandes rétrospectives, toutes les grandes expositions, tous les artistes soutenus, Pavillon français des Biennales de Venise, par exemple, il était même écrit comme condition pour représenter la France, capacité à mobiliser de l'argent privé. Voilà. C'est juste surréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand la collection Pinault a ouvert, elle a ouvert avec une exposition simultanément avec le Centre Pompidou. Ça, même artiste. C'est mon dernier Normalement, chapitre. on pourrait considérer que l'État devrait, par exemple, plutôt soutenir un secteur qui n'est pas assez soutenu par le marché. Mais donc en fait, c'est là où je dis, on fait dire au prix en fait, des choses qu'il ne devrait pas dire. Qu'il y ait des gens qui gagnent trop vite de l'argent et qui le dépensent mal en achetant des trucs de merde, ça a toujours été le cas. Bougreau, le peintre pompier, disait chaque fois que je vais pisser, je perds 1000 francs. Et ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Très bon peintre. Mais... Désolé. Pardon, j'arrête de parler. Pas Bougreau. Oui, alors j'aimerais bien revenir sur un truc un peu plus positif, et après on va passer à ces grandes histoires. C'est mon histoire des collectionneurs, parce qu'on a tous des rapports en tant qu'artiste, je pense que tu l'as en tant que collectionneur, des rapports affectifs avec nos collectionneurs, de confiance, de choses comme ça. Peut-être Mathieu, si tu peux... Je sens qu'il n'a pas envie d'être là, donc je le jette à chaque fois sur lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes rapports avec tes collectionneurs? Parce que toi, tu as des collectionneurs qui te suivent depuis très longtemps. Je crois que tu as des amis collectionneurs. Enfin voilà, comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même, je suis désolé, il y a aussi des gens qui aiment l'art de manière très simple, qui sont prêts à pas aller en vacances pour avoir un tableau. Il y a ce truc-là affectif très très fort, de lien et puis il y a ce lien bizarre aussi. Parce qu'ils achètent un Mathieu Cherkit, ils ont un Mathieu Cherkit chez eux, c'est mon Mathieu Cherkit. Vous voyez, il y a un truc comme ça, pour l'artiste, c'est un peu étrange comme rapport comme ça, même métaphysique, quoi. Je sais pas quoi rajouter, Thomas. Pardon. Oui, je sais pas, ça reste, c'est des êtres, on est tous humains, et donc forcément il y a des gens où, oui, j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps, et il y en a certains avec le temps avec qui je suis devenu ami. Mais simplement au-delà de tout contexte commercial ou. Et d'un coup, c'était chouchou, c'est-à-dire tu regardes des tableaux, tu leur renvoies les tableaux avant, comme oui, ça arrive, ouais. Ils sont curieux, et puis moi j'aime bien avoir leur retour, parce que quand tu as quelqu'un qui te suit depuis 15 ans, 10 ans, en fait, même si c'est souvent un regard bienveillant, donc pas forcément très critique, en revanche, avec le temps, tu apprends à décoder leur façon de regarder ton travail. Et comme il y a justement de la bienveillance, en fait, c'est quand même intéressant d'avoir leur retour, et moi, je suis capable, en fonction de, 3-4 avis différents, de me faire une idée au doigt mouillé de la véracité. Et toi, tu fais des visites d'ateliers et tout ça ou pas, de genre de groupes de collectionneurs ou tout comme ça? Oui. Après, comme l'atelier est loin, c'est un pas effort. tous les jours, mais bon, il y en a quelques-uns par an. Ok. Julien, tu veux raconter quelque chose? Parce que là, j'étais avec toi justement à ton exposition Arcueil, et j'ai vu un de tes collectionneurs qui était assez âgé et tout ça, et on voyait qu'il avait fait l'effort vraiment physique. C'était trop mignon. Enfin, c'était mignon parce que. Voilà. Oui. C'est je ne saurais dire son âge. Il était là quand je suis sorti Félicité des Beaux-Arts en 2001, et il est venu à mon exposition Arcueil. Et j'étais super content. Et puis il y a d'autres collectionneurs comme toi, Mathieu, avec qui tu as des vraies relations d'amitié au-delà de tout. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus distants, ou que tu vas voir moins. Enfin, il y a de tout. Enfin, je ne sais pas comment répondre à ta question. Moi, ce qui m'intéresse de juste raconter ça, c'est le fait qu'il n'y a pas que des gens. Par exemple, on a une vision du collectionneur qui veut acheter en pensant que il va faire une plus-value complètement dingue sur l'œuvre et tout ça. Mais il y en a aussi. Il y en a aussi.
quand même. En fait, il y en a beaucoup quand même. Tu peux pas... non, mais, en fait, tu peux pas dire ça parce que il y a l'amour d'acheter quelque chose parce que tu l'aimes, mais il y a aussi le truc de se dire tiens, j'ai eu le bon regard ou mon goût a été récompensé entre guillemets parce que. Mais les bascules, elles sont pas folles quand même. Comment ? Les bascules financières, elles sont pas folles. Ah non, c'est pas. C'est un petit jeu comme ça. Moi, c'est une manière de valoriser un regard. T'as des collectionneurs qui sont très purs, super, magnifiques, et puis ils sont quand même contents de te dire qu'ils ont acheté ce tableau à une époque où il valait pas cher, et qu'aujourd'hui cet artiste coûte quand même une blinde. Oui. Mais pourtant, ils sont géniaux. Ça, on est des êtres complexes. Hein, et toi, Olivier, tu es aussi collectionneur. Alors j'imagine que quand tu collectionnes les autres artistes, d'ailleurs c'est un truc que reproche Stéphane reproche aux artistes de pas assez se collectionner entre eux parce que c'est un... Ah si, excuse-moi. Je suis obligé de répondre. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, un argent qui manque cruellement au monde de l'art, c'est effectivement l'argent des artistes qui réussissent. Qui historiquement, c'est toujours eux qui ont financé les poètes, les critiques, les revues, les jeunes artistes, etc. Parce qu'ils renvoyaient cet argent. Je parlais de Debord, il a été financé par Asgharian pendant des années. Par exemple, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les artistes qui réussissent, j'en connais pas beaucoup financièrement, je veux dire, en fait, ils dépensent leur argent comme leurs collectionneurs. En fait, ils se payent des vols en première, des costumes Prada, etc. Mais ils n'envoient pas beaucoup d'argent vers les poètes et vers les revues, d'après ce que je vois. Olivier, toi, c'est quoi ton rapport à la collection toi, tu fais des échanges parce que tu as beaucoup d'œuvres maintenant, quand même. Ouais. Alors, moi, ma première œuvre, c'est une lithographie de Rebérol que j'étais allé acheter chez Lelon. J'avais 17 ans, j'avais économisé. J'avais l'impression d'avoir le truc le plus précieux au monde parce que j'étais fan de Paul Rebérol. Et puis, très vite, dans les premières expositions, on a fait des échanges. On a fait des échanges avec Julien, avec plein d'autres artistes. Et ça m'est arrivé à certains moments de voir des expositions, soit d'artistes que je connaissais ou pas, où il y a une œuvre où je me dis non, celle-là, je veux la voir, quoi. J'ai du désir pour celle-là et j'aimerais pouvoir la voir. Donc là, moi, je t'ai vu acheter des œuvres, quoi. Et on va voir la galerie et dans ce moment-là, on espère que le galeriste nous dise qu'elle est vendue, parce qu'il y a un petit moment d'angoisse où on se dit. Est-ce que je ne peux pas ne pas, mais je vais me foutre dans la merde. Voilà. Et généralement, oui. Enfin, c'est pas qu'on se met dans la, mais c'est un petit geste qui est à la fois passionné, irraisonné. Et je sais qu'aujourd'hui, les œuvres qui me hantent, c'est celles où j'ai pas justement acheté, quoi. C'est des regrets, quoi. Parce qu'il a la fibre. Hein. Quoi oui, la fibre. Oui. Mais parce qu'encore une fois, c'est dans la question des fantasmes comme ça. Donc, ça, c'est le rapport Art Price qui date de 2023-2024, et 82% des ventes dans le monde, c'est moins de $5,000, quoi. Donc, c'est pas. Enfin voilà, il y a évidemment tout un marché gigantesque, des grands chiffres et tout ça, mais c'est pas forcément. C'est un petit peu comme l'étalement des riches et des pauvres en France. Enfin voilà, il y a très peu de monde. Mais en fait, c'est pas cher d'acheter une œuvre d'art. Voilà. Si vraiment on s'intéresse, si on rencontre les artistes. Moi, je trouve que $5,000, c'est une télé grand écran, et peut-être une télé grand écran, on l'a pendant 5 ans. Après, elle est cassée, on la transmet pas à ses enfants et tout ça. Alors qu'une œuvre d'art, il y a tout de suite une charge affective, une chose plus. Oui, j'ai pas de voiture, j'ai pas de montre, j'ai pas de. C'est de l'âme, quoi. C'est de l'âme que vous achetez. Est-ce que ça vous arrivait de refuser des ventes? Julien, oui. Vas-y, raconte-nous un petit peu pourquoi. Parce que il y a Marine qui se rapproche de moi. Oui. Il y a des œuvres qui sont parties que j'ai regrettées, soit pour des raisons affectives, soit parce que j'ai plus un seul tableau de telle période, de telle série ou de telle année, même plus. C'est pas pour la personne, c'est pas pour le collectionneur. Ah, pour le collectionneur. Faudrait que je me sois vraiment fâché. Ouais, tu l'as pas senti, ou je sais pas quoi. Encore une fois, tu te donnes un Julien Benetton. Non, mais parce que, depuis que j'ai plus de galerie, je gère ça. Donc si ça se passe mal, ça va pas se passer, quoi. Okay. Marion ? Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Stéphane tout à l'heure. Je t'en prie. C'est bien, j'ai créé bien un combat de plateau. Non, pas du tout un combat. Il parlait de redistribution, finalement. Et si on prend acte du différentiel énorme qu'il y a dans les revenus des artistes, qui sont à l'image du reste de la société, mais un peu grossis, il y a des gens qui travaillent sur des propositions, en fait, les histoires de Frio, c'est ça ? De Frio, de réseau salariat, de la continuité de revenus des artistes-auteurs.
Voilà, il y a sûrement des gens dans la salle qui sauront en parler mieux que moi. Mais... C'est sénatrice Desmarco qui est là. Ouais. Ok, bon, moi c'est bien. Moi, quand même, il y a une question que je me suis posée. Alors ça, c'est en lisant beaucoup. J'ai lu Nathalie Obadia dans des livres qu'elle a fait là, justement sur le milieu de l'art et tout ça. Et elle racontait une chose. Alors j'ai demandé à plusieurs personnes et quand même ils m'ont dit oui. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 95 qui s'appelait Passion privée, où c'est des collectionneurs qui ont prêté leurs œuvres au musée. Et puis en fait, ils ont eu beaucoup des contrôles fiscaux après. Donc ça pose. Je vois des têtes qui font comme ça. Et donc là, ça pose aussi une question, peut-être pour le coup, spécificité française, qui est que, en fait, quand on est riche en France, c'est compliqué de se montrer ou de jouer le collectionneur. Et après, je me suis dit, mais pourquoi Bernard Arnault et Pinault et tout ça, ils étaient bien mis en valeur, eux, sans problème. En fait, c'est parce qu'ils ont le dos assez large pour se prendre les coups, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie question aussi encore une fois, comme on est le 3e pays de millionnaires au monde, c'est qu'est-ce qui fait que d'un coup, on n'a pas peut-être des collectionneurs qui ne sont pas forcément aussi larges qu'un Pinault ou je ne sais pas quoi, mais qui d'un coup se montreraient plus ou assumeraient plus la collection. Il y a peut-être ce truc-là, cette tension-là sociale qui est quand même intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, qui regarde dans le vide et qui ne veut pas parler? Non, mais oui, peut-être, mais j'ai envie juste d'élargir un peu et de dire que de toute façon, c'est vrai que quand on achète une œuvre, on ne pense pas forcément à la revente, évidemment. Ouais. Néanmoins, deux choses, quand on est collectionneur, en général, on a plus de désir que de moyens. Donc il faut faire des arbitrages. Et à un moment donné, pourquoi j'achèterais telle œuvre à tel prix plutôt que telle œuvre à tel prix? Et c'est là où la question du second marché, notamment quand on aime comme moi essentiellement l'art français, se pose. Parce que par exemple, un artiste dont j'achète épisodiquement des œuvres depuis 30 ans, qui est Gazirovski, qui pour moi est un des plus grands peintres français de la deuxième moitié du siècle, les prix ne bougent pas. J'ai encore acheté un tableau récemment, 1500 €, sublime de Gazirovski. Donc c'est vrai que... Et en même temps, je ne peux pas dire aux jeunes artistes, vous devriez vendre 150 € ou 15 €. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai 1500 €, je préfère acheter un Gazirovski. Je suis désolé. Peut-être que je pourrais aider plus d'artistes, etc. Mais c'est aussi lié au second marché dans le sens où il y a très peu de... C'est intéressant que tu dises que tu aides les artistes, parce qu'on voit, nous aussi on t'aide. Hein. Il y a très peu... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu de collectionneurs qui peuvent mettre de l'argent nouveau tout le temps dans l'art. Parce que tu vois, tu parles... Moi, mon point, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en France. Il y a beaucoup d'argent. Enfin, quand vous annoncez des prix pour des artistes relativement, je sais pas, on va dire émergents, ou je sais pas comment il faudrait dire, des artistes qui n'ont pas de galerie pour certains, etc., jusqu'à 25 000, 40 000 €, je veux dire, on parle quand même de prix très importants. Moi, des gens qui, enfin, en tout cas, moi, je dois mal me débrouiller, mais enfin, des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui ont des enfants, comme moi, je veux dire, avant que je puisse m'acheter des œuvres à 25 ou 40 000 €, il faut quand même, tu vois, que j'ai beaucoup gratté quand même. Bien sûr. Et après, en plus, si je me dis que j'ai aucune chance, statistiquement, je parle pas de vous, hein, mais je parle si je regarde les artistes qui vous ont précédé, de retrouver mon argent un jour, ça me fait encore plus mal. Tu vois, parce que si j'ai acheté un truc 40 000 et puis en fait, mes enfants ou moi, peut-être quand j'en aurai marre ou dans 20 ans ou quand j'aurai besoin d'argent parce que j'aurai un coup dur, j'ai aucune chance de le revendre plus de 4 000. Ça, c'est la question du second marché. Là, c'est presque quelque chose, tu vois. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que plus largement, le marché, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne à la confiance. Et alors pourquoi... Et à la croyance, là, dans ce que tu dis. Parce qu'il faut croire à la valeur. Non, mais simplement, si tu regardes effectivement depuis 64, quand New York a volé l'idée d'art moderne, etc., pour reprendre le titre de Serge Guilbault, il n'y a aucun artiste vraiment français qui ait un second marché solide et durable. Et comme je le dis souvent un peu de manière simplificatrice, mais si tu avais acheté la première expo de tous les artistes français qui ont eu le plus grand succès après, tu aurais quand même perdu de l'argent. Donc à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, les gens, enfin, tu peux être un amoureux de l'art, mais de là à être un saint, c'est quand même un peu compliqué. Tu peux, alors, tiens, tu veux pas que je donne de nom, donc je vais en donner. Mais il y a encore quelques semaines, à Drouot, tu pouvais acheter une œuvre d'Annette Messager de 3 mètres de long pour 3 000 €. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un exemple que tu m'as donné il y a 2 ans, la dernière fois qu'on s'est vu, donc je comprends pas. On est dans un marché qui est complètement fou, donc je veux dire ça. Et donc après la question c'est pourquoi des gens achètent des œuvres d'Annette Messager 100 000 € chez Marianne Goodman. Qu'est-ce qu'ils achètent? Retrouver le hors-série où il en parle déjà. Non mais tu vois, oui, mais pour moi c'est très important si tu veux, parce que oui, on achète parce qu'on aime. Encore une fois, c'est une question de croyance. Et plus globalement, parce que c'est bien, parce que justement ici on est à la DGP, qui est un lieu où le succès des uns permet d'amortir en partie l'insuccès des autres ou avec une action culturelle, etc. Mais dans l'art, justement, ce qui manque, c'est ce mécanisme qui fait que le succès des uns devrait entraîner le succès des autres. Dans l'art contemporain, et notamment en France, le succès des uns écrase les autres. Tu vois, on prend l'exemple des foires, par exemple, l'Art Basel, il n'y a quasiment plus de galeries françaises, entre guillemets, parce que tu as plein de galeries étrangères qui viennent s'installer à Paris, qui naturellement trouvent leur place là, et après on les compte dans un quota de galeries françaises, mais on accepte très bien, puisqu'on parle de quota, qui est plus que 10% de galeries franco-françaises à Art Basel, et en plus, pour être acceptées, elles ne peuvent pas montrer leurs artistes français.
Donc tout ça crée une spirale, tu vois, négative. Et quand le marché est le juge de paix, ce que je déplore, ça devient très problématique pour les artistes. Bon, c'est bien, moi j'ai trouvé ça un peu déprimant, je sais pas pour vous, mais au moins il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que qu'est-ce qui fait que vous continuez à peindre alors? C'est vraiment pas. Parce que c'est un truc c'est une remarque que j'ai entendue qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tout le monde pense que les artistes travaillent pour l'argent, puis personne voudrait que son enfant fasse artiste parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Juste pour poursuivre sur cette idée-là, ouais. Et il y a le pouvoir aussi d'essayer d'échapper à la financiarisation. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 20 ans, on voit bien qu'il y a une spirale infernale qui est en train de se mettre en place. Et le critère de l'art devient l'argent aujourd'hui. Et on peut résister. Tu parlais de refuser de faire des ventes. Ça m'est arrivé de refuser de faire des ventes parce que j'avais envie de garder le pouvoir face à quelqu'un dont je ne supportais pas l'attitude. Donc il y a ça. Et puis après, le fait aussi de faire attention à la fois au second marché, mais à la maîtrise de ses prix, ça permet aussi de vendre à des gens qui ont envie d'accéder à une œuvre d'art. Ah oui. Mais alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans tous les autres pays du monde, c'est pas comme ça. Pourquoi eux, ils sont pas aux États-Unis, tu vois, moi, je vis en France, je m'en fous de ce qu'ils font aux États-Unis. À la limite, c'est leur vie. C'est une vraie question de pourquoi par exemple en Allemagne, les collectionneurs ont beaucoup plus de présence. Pourquoi ça pourrait pas s'améliorer? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même plus facile d'être artiste allemand aujourd'hui que d'être artiste français. Pourquoi c'est, tu vois, voilà, c'est une question que je pose. Oui, mais très naïvement. Hein, mais ouais, voilà. Moi, la question que je me pose, c'est comment j'arrive à continuer à travailler le mieux possible sans être dans une précarité ou quelque chose comme ça. Mais une fois que j'ai trouvé la manière de faire, une sorte de modèle économique qui me convient, j'ai pas envie d'aller en Chine, j'ai pas envie d'aller aux États-Unis en ce moment, et j'en ai absolument rien à faire d'avoir une œuvre qui vaut 1 million d'euros. D'accord. Pour moi, c'est pas ça qui va faire sa valeur artistique. Donc je préfère rester sur les prix que j'estime qui sont déjà effectivement énormes, parce que un grand format chez moi c'est 25 000 euros. 25 000 euros, il y a peut-être même pas 1% de la population française qui peut se le payer. Mais par contre, le travail d'édition, le travail de lithographie permet de vendre des pièces à 400, 600 euros. Et là, c'est ce qu'on disait avant le débat, mais cette année j'ai vendu 40 lithographies et je suis hyper fier d'avoir vendu ces 40 lithographies. Mais je reste quand même dans cette question-là, qui est que la validation aujourd'hui dans le monde général de l'art, ça reste l'argent et la cote qui fait le bon artiste. Ce qui fait que tu auras du mal, par exemple, à rêver d'une exposition, je sais pas, au Centre Pompidou, des choses comme ça. Ce n'est pas mon système de valeur. Oui, bien sûr. Donc à partir du moment où c'est profondément anormal, on n'est pas obligé d'accepter. Mais je suis totalement d'accord. Là, ce n'est pas mon système de valeur. Je fais le naïf pour vous montrer que là, il y a quand même des mécanismes qui font que, en gros, il faut de l'argent privé et tout ça pour faire un artiste, quoi. Voilà. J'ai des collectionneurs qui sont passionnés d'art, qui ont un œil incroyable, qui ont éclusé toutes les expos, tous les musées. Ils ont une capacité d'achat de peut-être 2 000 euros par an. C'est les premiers à voir les tableaux que je suis en train de faire à l'atelier. Ils sont invités parce que je veux voir leur regard, je veux comprendre. Et pour moi, c'est mon système de valeur. C'est-à-dire que j'accorde beaucoup plus de crédit au regard de cette personne qu'à celui qui a 1 million d'euros et qui me vient en parlant mal à sa femme, en essayant de négocier les prix, et que j'ai sorti de mon atelier parce que je ne supportais pas son attitude. Ah oui, ça c'est un débat qu'on n'a pas eu aussi. Il y a plein de choses. C'est que comment ça se fait qu'on négocie jamais quand on achète des chaussures, on négocie pas quand c'est une œuvre d'art, on peut négocier. D'un coup, c'est un truc. Je comprends pas pourquoi on dit pas que c'est fixe et puis voilà, on négocie pas quoi. On aurait pu partir. Alors, on n'a pas le temps malheureusement, mais on va ouvrir à la salle. Mais c'est la question quand même de plus loin des institutions, du rapport à l'argent aux institutions. Évidemment, en ce moment, il y a des attaques dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Donc, on a d'un côté le Louvre qui est à peu près en miettes et qui commence de manière très étonnante à faire des prix spéciaux pour non-européens, tandis que la Fondation Cartier ouvre de manière très spectaculaire juste en face. On a le CNAP qui est attaqué par un rapport, sachant que le CNAP, comme aide aux artistes, c'est 1,7 million d'acquisition et 1,8 million de soutien. Donc, c'est quand même 2 petits films français au niveau du budget, c'est quand même pas grand-chose. Donc ce qui est drôle, c'est que moi j'ai lu le rapport de 111 pages. À la fin, on se dit il faut mettre plus d'argent plutôt que de le supprimer. Mais le rapport dit qu'il faut le supprimer. Voilà, il y avait toutes les. Pardon, ça c'est malhonnête parce que le rapport dit qu'il faut supprimer le CNAP et que ses missions soient ventilées
auprès d'autres opérateurs. Le rapport ne dit pas qu'il faut supprimer les missions du CNAP. Excuse-moi. Oui. Bon. Alors là, maintenant, ça a sauté, mais il y a eu la question de la taxe sur les biens, sur les œuvres d'art et tout ça. On a eu aussi toutes les régions qui ont commencé à couper leur budget de culture. Donc il y en a quand même 2 qui les ont gardés sur 13 qui les ont coupés. Comment vous voyez l'avenir, l'horizon voilà. Pour poursuivre un peu ce que je disais, moi je suis content d'avoir opté. Mathieu. Je suis content d'avoir opté sur ce modèle parce que maintenant qu'on rentre en période de crise, c'est résilient. Je suis résilient. Ouais. Alors que si j'avais été, j'avais cédé aux sirènes. Bon, Marion. Moi, je voudrais des questions à la salle. Alors la salle. Est-ce que vous avez des questions à la salle? Vous avez vu, voilà, allons-y. Je vais vous demander de faire court, je suis désolé, on a beaucoup parlé et il est déjà un peu tard et Marine va m'engueuler après. Donc... Bonsoir, j'ai une question pour vous tous et ce serait quel serait selon vous le manuel de survie de l'artiste émergent aujourd'hui compte tenu du contexte Super question. Stéphane? Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, c'est que je pense que le bon modèle pour les artistes français dans ce marché qui n'est pas spéculatif, et on doit, à mon avis, s'en réjouir, c'est d'arriver justement à consolider par des bonnes pratiques ces relations à long terme avec les galeries, avec les collectionneurs, et c'est ce qu'ont fait tous les meilleurs artistes, à mon avis, français depuis les années 60, la génération des Morlaix, des Hérault, et ces artistes-là, ou Ben Vautier, par exemple, sont des artistes qui ont été fidèles à leur galerie, qui, quand des galeries plus importantes voulaient travailler avec eux, gardaient leur galerie historique et travaillaient aussi avec des galeries plus importantes, ont gardé des prix relativement bas toute leur vie. Alors, ils avaient peut-être aussi la chance de pouvoir produire compte tenu de leur pratique dans une plus grande quantité, mais c'est pas des artistes qui ont visé des records, ni qui ont justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, construit leur carrière sur l'exclusion et des ruptures, mais plutôt sur le fait de construire en fait et d'élargir ce cercle. C'est un peu produire beaucoup et vendre pas très cher. Voilà. Oui, non, mais c'est ce qu'on peut faire ici. Une autre question? Est-ce que l'avenir justement sur la compétitivité des marchés de la production française, c'est pas justement le rôle des institutions de donner une vitrine, une visibilité? C'est quand même un peu lamentable de voir des artistes morts dans nos musées au lieu de voir des générations nouvelles. Est-ce que le Louvre ou d'autres institutions ne devraient pas avoir une nouvelle dimension de... Hormis le jour du peintre, hormis le jour des peintres qu'a fait Thomas, qui est assez génial pour ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas voir plus justement d'artistes vivants, de leur vivant, reconnus par les institutions et l'État français, de manière à pouvoir justement sur un marché international très compétitif, même si la plupart des artistes français veulent vivre en circuit fermé. Mais est-ce que c'est pas là justement pour redonner une valeur? Autre couteau suisse, Stéphane a écrit une tribune pour une exception culturelle française de l'art contemporain, sachant que ça existe pour le cinéma, la musique, la littérature. Donc il y a le prix unique du livre, il y a les 50% de musique française à la radio et tout ça. Et puis pour les artistes contemporains, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais enfin, il y a plein d'éléments de réponse. D'abord, des artistes contemporains, on en voit partout sur le territoire. Après, on a un pays très centralisé, donc peut-être qu'on se focalise sur les artistes qu'on voit à Paris. Que dans les institutions, j'avais compté une fois, dans les institutions parisiennes, je crois qu'il y a 14 expositions d'artistes vivants par an. Enfin, donc, je veux dire, français. Donc, tout le monde ne peut pas avoir malheureusement sa place. Et il y a effectivement un manque. Mais par exemple, le Centre Pompidou a ouvert il y a 50 ans, et il doit donc absorber 50 ans d'art en plus. Voilà, donc effectivement, il y a un embouteillage. Okay. Oui, en fait, je voulais mettre en lumière 2 points. Oui. Déjà, le fait c'est bien. Ouais. Le fait que la journée des peintres a été faite au musée d'Orsay, qui est quand même étonnant, puisque quelque part, c'est un musée... C'est pas leur travail, c'est sûr. Et ça aurait pu être fait à Beaubourg. Bien je veux sûr. dire, avec des jeunes artistes, et pas au musée d'Orsay. Et deuxième point que je voudrais mettre quand même en lumière, c'est que tout le système économique, moi j'ai vécu aux États-Unis, tout le système économique qui n'est pas seulement des arts plastiques, il y a des possibilités, par exemple, de faillite personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un collectionneur qui avait collectionné certaines de mes œuvres et qui est arrivé en disant, ben voilà, j'ai des problèmes financiers, etc., etc. Aux États-Unis, on se met en faillite et paf, on revient. C'est-à-dire que le risque en France, Stéphane en parlait, de miser sur un artiste qui peut s'avérer un risque trop fort pour ses finances personnelles, je veux dire, c'est
Le risque est beaucoup moindre aux États-Unis, et d'autant plus avec tout le système fiscal des États-Unis qui permet beaucoup de choses que nous n'avons pas. Est-ce que, comme disait Olivier, est-ce qu'il faut vraiment, mettre en place un système hyper capitaliste en France qui quelque part va ruisseler sur toute la population et la rendre plus précaire. Donc, c'est un système de valeurs. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'était pas une question. Il y a un problème de façon de désirabilité, je dirais, des œuvres d'art, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de fiscalité et tout ça, mais je dis souvent, sur les voitures de luxe ou sur les sacs à main, il n'y a pas de fiscalité incitative et les gens en achètent. Il y a beaucoup plus de gens qui en achètent que des œuvres d'art. Donc c'est pas un problème de fiscalité, en fait. C'est un problème peut-être que les gens n'ont pas envie d'acheter ça. Alors pourquoi ils n'ont pas envie d'acheter ça? Alors là, ça nous ramène aussi à une forme de spécificité française, dans le sens où il faut savoir ce qu'on achète, et c'est-à-dire le plaisir qu'on va avoir avec cette œuvre dans le temps. Une des spécificités ici, c'est qu'on réécrit l'histoire tous les 15 ans. Donc des artistes qu'on a apportés au Pinacle, qu'on a envoyé à la Biennale de Venise, rétrospective au Centre Pompidou, on dit hop, ceux-là, on n'en parle plus jamais. En fait, ils ont disparu. Tour de passe-passe. Et il faut recommencer, et c'est la même chose en termes de marché. Donc je veux dire, eux, c'est des peintres. Donc c'est bien d'ailleurs là-dessus que Paris Thomas, c'est-à-dire que quelque part, quand on achète un tableau, on achète quand même une œuvre unique qui est faite par un individu qui possède un certain savoir-faire et qui apporte un certain plaisir visuel quand même, qui régale les yeux. A priori, si on les achète, c'est parce que même de présence, on a plaisir à les regarder. Voilà. Mais yeux. si j'avais acheté par exemple un réfrigérateur posé sur un coffre-fort, le jour où ça ne vaut plus rien, où l'artiste disparaît, je dois dire que le plaisir, ça me régale moins les yeux, quoi. Oui, effectivement, là il y a plein de questions sur beaucoup, quel est le modèle le plus compétitif à tel endroit ou à tel autre endroit. Moi, je vois 5 artistes sur la scène dont le travail m'est également précieux, en fait, effectivement. Donc je ne m'imagine pas me passer du travail de l'un ou de l'autre selon les revirements du marché. Donc la question, c'est toujours qu'adviendra-t-il de toute cette beauté ? Et donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, tout simplement par la redistribution, est-ce que c'est pas préférable par la redistribution de trouver ce modèle-là pour rendre les artistes indépendants et des revirements du marché? Et du coup, est-ce qu'on ne se prive pas d'œuvres exceptionnelles, justement, avec ce système-là très inégalitaire? Par exemple, j'ai vu qu'il y a l'expo Greuze en ce moment, il est mort dans la misère absolue. Est-ce qu'on ne s'est pas privé des derniers grands chefs-d'œuvre de Greuze à cette époque-là, et on ne se priverait pas des œuvres d'autres artistes aujourd'hui? Mais là, il y a le modèle de l'Irlande qui fait un peu rêver tout le monde, puisque l'Irlande a décidé qu'il y allait avoir 2000 artistes qui allaient être soutenus, portés comme ça. C'est peut-être un test, on va voir ce que ça donne. Et leur idée, c'est qu'on est aussi des créateurs de valeur, au sens créer de la valeur. On crée de l'argent aussi, quoi, parce qu'on parle de... Ouais. Irlande, excuse-moi. J'ai dit qu'Irlande? Oh non, pardon, excusez-moi. Une dernière question, enfin pas vraiment une question, une remarque plutôt. Peut-être il faut en finir avec cette distinction entre consommateurs et producteurs et imaginer un revenu contributif tel que Bernard Stiegler l'avait proposé. Bernard Friot proposait le fonctionnariat à vie et par là même du coup protéger comme les intermittents le sont les artistes peintres. Voilà. Je maîtrise plus rien. Bonsoir. Je me demandais, on observe sur les réseaux sociaux, parce que ça a été évoqué, que la documentation du processus de travail, de l'environnement de travail, de l'atelier, des gestes, du rythme, des outils, génère beaucoup d'attention, y compris chez le public jeune, moins jeune également. Je pense notamment à YouTube et au travail que vous faites, mais à Louisiana Channel aussi, qui est précurseur dans la documentation des processus de travail. Je me demandais si en France, en tant qu'artiste peintre, vous aviez accès à ce genre de facilitation, de prestations de services qui viennent filmer chez vous, monter du contenu pour être mis en ligne, parce que ça participe à la génération de la demande, quelque part. Voilà. Débrouillez-vous, hein. Moi, ça m'est pas arrivé. Ouais. Il y a un très beau documentaire sur toi qu'on peut voir sur la chaîne des Apparences. Mais ça, on avait fait un débat sur la technique en France. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de formations, choses comme ça, techniques. D'ailleurs, on en a parlé avec Stéphane. Après, on va pas se plaindre parce qu'on va boire un coup. Bonsoir, moi j'ai rencontré Thomas lors de l'exposition à Orsay sur les peintres. J'ai trouvé cette initiative extrêmement intéressante. Alors, je suis sénatrice de la Gironde et je m'intéresse donc aux artistes-auteurs et aux plasticiens, etc.
Et j'ai déposé, et je suis contente d'être venue ce soir parce que vous m'avez un peu reboosté. Parce que j'étais dans la phase basse au Sénat, là, sur le budget. Et en même temps, et puis sur la sécurité sociale des artistes-auteurs, le texte qu'il y a eu la semaine dernière. Et en définitive, j'ai déposé un texte qui va passer le 18 décembre sur la continuité des revenus des artistes-auteurs. Bravo. Et j'ai beaucoup de... Non, mais attendez. Bravo. Alors, je suis un peu reboosté parce que les auditions que nous faisons, on est complètement démoralisés. Vraiment, vous n'avez pas du tout de gens très favorables pour vous accompagner et qui ne comprennent pas ce que c'est que la précarité des artistes-auteurs, etc. Alors, nous, on fait au mieux. C'est bien qu'il y ait un texte sur la culture et sur les artistes qui passent au Sénat. C'est rare, ça arrive rarement. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et même si j'arrive pas à faire aboutir ce texte, sachez quand même qu'on aura débattu. Et voilà. Donc, j'essaye d'être positive, mais merci pour tout ce que vous faites. Et moi, j'ai une question, mais alors vraiment une question, je ne voulais pas remettre le débat. Je dis, finalement, il manque des collectionneurs en France, des gens qui... Mais alors, vous qui collectionnez, c'était ma question pour lui, est-ce que vous montrez ce que vous avez collectionné ou est-ce que vous les gardez dans un coffre-fort ? Non, je les montre à chaque fois qu'on me les... Je les montre à chaque fois qu'on me les demande, bien sûr. Ah bah oui, mais c'est sur demande. Oui. Je les montre même pas vraiment chez moi. Vous savez, quand vous avez 1000 œuvres, de toute façon, c'est absurde. Ça fait partie justement aussi des... Il y a plein de raisons pour collectionner, dont la plupart sont absurdes. Ouais, moi, je trouve que si on fait partager ce que l'on aime, on peut attirer des gens à avoir envie également d'avoir cette démarche. Trop bien. Alors, peut-être c'est en guise de conclusion, il y a donc quelque chose comme 350 000 artistes-auteurs en France. Il y a à peu près moins, mais l'équivalent en intermittent du spectacle. C'est une vraie question de pourquoi on est aussi mal organisé pour pas qu'il se passe justement ce genre de choses. Voilà. On va conclure. On va vous accueillir au pot de l'amitié. Merci beaucoup. Merci, Martin.